S Racing, notre partenaire, c'est évidemment tout ce dont vous aurez besoin. Que ce soit pour les équipements, que ce soit évidemment pour refaire une moto vintage ou alors votre moto complètement moderne. Basé à Bordeaux, c'est aujourd'hui le site influent du tout-terrain. Vous retrouverez plus de 300 000 références. Si ce n'est pas chez 3S, ce n'est nulle part ailleurs. Partenaire du Championnat de France des Sables, partenaire de beaucoup de teams français. C'est la société qui compte aujourd'hui. On est très fiers de pouvoir les avoir comme partenaires. N'oubliez pas le code promo, 10% de remise en tapant MXTest à la fin de votre commande. Bon shopping. Alors Pierrick, s'il y a bien une moto que j'avais envie d'essayer en créant un MXTest avec toi, c'était l'Aprilia bicylindre, parce que cette moto, elle ressemble à aucune autre, elle m'a toujours intrigué. J'avais pu rouler avec il y a 10-15 ans en arrière sur la moto de Antoine Letelier, quand il avait fait un petit peu de mondial d'enduro et le cross-country en Allemagne, il me semble. J'avais trouvé cette moto incroyable. Et ça fait 1 an que je t'embête avec ça et elle était un petit peu introuvable. C'est vrai qu'il y a quelques motos qui sont devenues un petit peu légendaires. Hein. On pense à la Cannondale, on pense au VOR, on pense à l'Aprilia, on pense à la BM. Quand on nous a dit « j'ai mon pote qui a une Aprilia, vous pouvez venir l'essayer », pour nous c'était pas un cadeau, c'était 2 cadeaux. Parce qu'essayer une moto de cross qu'un bicylindre, c'est irréel. Et puis en plus, là où j'ai été super surpris, si tu veux, c'est que quand on est arrivé, je m'attendais à avoir une RXV, c'est-à-dire la version homologuée enduro. Et en fait, non, c'était la vraie, j'ai envie de dire, la MXV, celle qui était vraiment faite pour le motocross, avec des petites différences dont on va parler tout à l'heure. Et je pense pas me tromper en disant que j'en ai jamais vu de ma vie. Exactement, c'est celle qui a été produite, on va dire vendue le moins. En deuxième, il y avait l'enduro, il y a aussi une version supermotard. C'est-à-dire qu'Aprilia se sont dit, allez, on va faire la cross, l'enduro, la supermotard avec la même base. Mais cette cross, elle était introuvable. Alors oui, comme tu l'as dit, donc il y avait la MXV motocross, la RXV pour l'enduro et la SXV pour le supermotard. Alors en parlant de supermotard, nos amis de chez iSide viennent de sortir une série de 3-4 vidéos de tutos mécaniques où justement Adrien a racheté 2 Aprilia SXV 550 qui marchaient pas trop visiblement et ils se sont mis en tête d'en faire une seule à partir de ces 2 motos en refaisant intégralement le moteur. Donc je vous recommande vraiment de regarder ces vidéos parce qu'on y apprend beaucoup de choses. C'est aussi l'occasion de voir comment marche plus en détail ce moteur qui est quand même assez atypique, enfin, du moins pour du tout-terrain. Et il y a plein d'anecdotes sympas et notamment il y en a une qui m'a fait rire. Ils expliquent que quand cette moto est sortie dans le commerce, la version homologuée était bridée à 17 chevaux seulement. Et si tu faisais sauter la bride, tu n'avais plus de garantie constructeur. Ah bah, je pense 80 ? Peut-être pas 80, mais elle doit pas être loin des 70, en tout cas la 550, ouais. Et donc du coup, c'était à tes risques et périls. Et alors on l'a vu justement dans l'épisode d'iSide, il y a beaucoup plus de périls que de risques. C'est ça, ouais. On est d'accord qu'on était sur une fiabilité, un développement qui était, je ne vais pas dire mauvais, mais juste jeune. C'est-à-dire qu'on est sur un développement de 3 ou 4 ans et on n'est pas du tout sur une moto qui a 40 ans. Alors le gros problème aussi, et iSide l'explique très bien, donc c'est pour ça, regardez ces vidéos, c'est vraiment intéressant. En gros, il t'explique que c'est une machine de compétition qui a été mise sur la route. Le manuel d'entretien qui était fourni correspondait avec une utilisation bridée en 17 chevaux, quoi. Donc oui, donc il n'y a rien qui avait... Non, et pour info, on te parle de nombre d'heures et pas de kilomètres sur cette moto pour l'entretien, ce qui est très rare pour une moto qui va sur la route. Donc c'était finalement une moto de compétition, donc qui est passée en enduro, même chose. Alors moi je l'ai essayé aussi en Turquie, sur les hauteurs d'Ankara, si tu veux. Un ami à moi l'avait et au cours d'un de mes déplacements, on est parti en balade et j'ai pu essayer sa bicylindre. Je pense que c'était le gros moteur également et c'était assez incroyable parce qu'elle m'avait, je pensais qu'elle me surprendrait, elle ne m'avait pas tant surpris que ça. Mais c'est vieux tout ça, on est en 2010. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, l'essayer sur un terrain de cross, pour moi c'était vraiment absolument à faire.
Alors cette moto, la MXV, elle débarque en Grand Prix autour des années peut-être 2007, 2008? Oui, fin des années 2000. Alors évidemment, un nouveau constructeur qui arrive, tu imagines bien que toute l'équipe de Ustream à l'époque était content de compter autre chose que sur les Japonais et sur KTM. Donc accueillis à bras ouverts, ils leur ont demandé évidemment de respecter la cylindrée. Donc ils ont été obligés de faire une 450 et de ne pas avoir le même bloc, on va dire, que la version Enduro ou Supermotard qui était un peu plus grosse. Il faut savoir qu'en Supermotard à l'époque, Thierry Van den Bosch, quand il était KTM, il était sur une 520 ou 530. Il n'était pas sur une 450 ou une 400, on est d'accord. Donc du coup, Aprilia a dit OK pour la 450. Par contre, évidemment, tous les règlements ont été repris pour permettre à cette moto de rouler. Parce que dans le règlement, normalement, tu n'as pas le droit au bicylindre. Donc si tu veux, il y a eu 2-3 allègements d'un côté, de l'autre, pour pouvoir mettre en Grand Prix cette moto incroyable. Au moment où l'annonce est faite, personne n'y croit. Trop lourd, trop gros, peut-être trop violent. Malgré tout, il signe des pilotes. Alors, il signe un style de pilote un peu spécial. À la fois un petit jeune, Julien Ville, et à la fois un ancien qui avait donc quasiment fini sa carrière, Alessio Chiodi. Alors, le choix d'Alessio Chiodi, c'était quand même un truc de fou, parce que c'est quand même le pilote le plus petit du paddock, le plus fin, et ils l'ont mis là, sur la moto la plus grosse. Donc, on aurait plutôt vu, tu vois, Ken de Dyker, Jazzy Konis sur cette grosse Aprilia, parce qu'elle paraissait grosse, tu vois, ce gros bicylindre. Mais ils ont pris quand même le pilote le plus petit pour la mettre dessus, donc je pense que c'est pas très malin non plus. On a eu également Melotte qui a roulé avec. On a eu beaucoup de pilotes top qui ont roulé avec. Alors, en enduro, on a eu Segui, on a eu Le Tellier, on a eu Frédéric Bollet. Et en supermotard, on a eu Thierry Van den Bosch. Historiquement, j'ai envie de dire que c'est Thierry qui s'en est sorti le mieux parce qu'il était champion du monde avec cette moto. Elle a quand même un titre. En enduro, je ne me rappelle pas de résultats fabuleux. Par contre, en MXGP, je me rappelle qu'elle avait réussi à se placer des manches dans les 10 premiers. Donc, est-ce que c'était top pour cette machine ou est-ce que c'était top pour les pilotes? On ne sait pas vraiment qui a fait la performance du coup. Mais toi, plus personnellement, comment tu as vécu l'arrivée de cette nouvelle marque et tout? Tu y croyais? Tu t'es dit c'est une fantaisie? Alors, tu sais, moi, sorti de Honda Yamaha, je crois absolument rien, surtout à l'époque. Donc, si tu veux, j'étais persuadé qu'il fallait, genre, que tu ne peux pas être champion du monde si tu n'as pas une Showa. D'accord, ok. Donc là, quand arrive un bicylindre, on éclatait tous de rire. Alors, le bicylindre, c'est vrai que c'est la plus grosse différence avec les autres motos. Hein. Mais en fait, si tu regardes cette moto dans le détail, il n'y a rien qui est pareil que les autres motos. Par exemple, le cadre. On a une espèce de début en acier et après, ça finit en alu. Il y a un côté Star Trek. On a le pot d'échappement qui vient dans le passage de roue et qui termine par 2 silencieux complètement minuscules. Oui, qui est la taille d'une boîte à air. Hein. La boîte de filtre, c'est l'échappement. Donc on a un échappement, on va dire les 2/3 qui est quasiment pas visible. Puis on a ces 2 petits silencieux de mob. Franchement, on dirait des bidalos. Si j'étais bleu, on aurait dit des bidalos de mobilette. Hein. Donc tu te dis, mais comment elle va être, le bruit va être énorme. Tu parles de boîte à air. La boîte à air, elle est comme sur les YAM d'aujourd'hui. Elle est devant le poste de pilotage. Exactement. On avait l'injection, évidemment, pour alimenter ce V2. Donc en fait, quand tu regardes un petit peu tout, tu te rends compte que cette moto, elle est hyper moderne par tous les choix techniques, quoi. Le choix des matériaux, tu as de l'acier mais tu as aussi de l'alu, tu as un bicylindre, l'échappement il est intégré de manière, c'est magnifique comme il est intégré dans la moto, la boîte à air qui est sur l'avant de la moto comme le fait YAM maintenant, enfin c'est quand même, c'est pas de la petite bricole quoi. Non, 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 je pense qu'il y a un petit côté Léonard de Vinci, tu sais, genre tu pars d'une feuille blanche, j'adore moi tout ce qui est en design, tu sais les projets un peu du futur. Que ce soit chez Peugeot, Mercedes et tout, quand ils te sortent, on appelle ça des concept cars. Des concept cars, exactement. Cette moto, quand tu la vois, franchement, elle te laisse pas indifférent. Moi, le seul truc, alors c'est personnel, hein, le seul truc qui me plaît pas, si tu veux, c'est les espèces de renforts noirs sur le garde-boue, tu sais, entre la plaque numéro et le garde-boue. Sinon, pour le reste, pour moi, c'est une beauté, quoi. Il y avait la volonté, à mon avis, d'Aprilia d'arriver et de réinventer le tout-terrain quelque part, au moins par le design et par le moteur, quoi. Et ça a marché, ça nous a tous fait peur. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire que j'avais encore un petit peu peur de mettre la jambe sur cette moto, quoi. Alors, tu peux pas monter sur cette moto sans avoir d'énormes a priori, forcément, puisqu'elle a un look qui est très à part. Elle fait quand même assez grosse quand tu la vois comme ça. Elle est impressionnante, les poses sous la selle. Tout est différent, même quand tu la démarres, puisqu'on a vu que dès que tu démarres la moto, toute seule, elle prend des tours pendant quelques secondes.
Exactement. Et quand tu l'arrêtes également, quand tu l'arrêtes, elle prend un petit peu des tours. En fait, c'est juste pour recharger, si tu veux, le condensateur. C'est ce qu'il nous a dit le propriétaire. Exactement, pour redonner un petit peu l'étincelle, si tu veux, du premier coup de kick. Alors c'est ça qui est surprenant, c'est que tout est moderne, tout est futuriste, mais tu as un kick. Ouais, c'est là qu'on voit qu'elle est de 2010 celle-là. Exactement, mais c'est dommage parce que franchement, il y aurait eu le bouton avant tout le monde, ça aurait été canon, surtout sur un V2 comme ça. Ouais, c'est clair. Exactement, donc là je la dégorge un peu pour faire le premier départ, et là le bruit il est monstrueux. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être sur une 750 GSX-R, tu as l'impression que tu n'es pas sur une moto de cross. Si tu écoutes, si tu veux, autant moi ma position, si je ferme les yeux, je suis sur une moto de cross, autant le bruit, mais ça fout la trouille. Et franchement, quand tu as fait le premier départ, j'étais choqué. Même chose pour moi, si tu veux, on fait le départ dans le champ de la personne qui nous a accueillis, donc elle a son terrain de cross et elle a son petit parcoureur à côté. Donc on part dans le parcoureur, dans l'herbe, en face de la montagne, et là je prends de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse, je me mets à cabrer encore en 4, la moto elle ne s'arrête pas de cabrer, et je me dis mais le problème c'est que je ne sais pas ce qu'il y a derrière, autant il y a une route qui traverse, je me suis fait une chaleur, et ça allait trop vite en fait. Et alors on se rend pas du tout compte justement sur la vidéo, mais tu es en montée en fait. Ah oui, oui. Ça monte plutôt beaucoup même. Ah bah heureusement que c'est pas plat et glissant, tu vois. Ah bah là tu prends 180. Je suis d'accord. Ça a dû être un sacré avantage d'ailleurs pour Van Den Bosch. Parce que tu sens que quand la moto prend de la vitesse, tu sais, une 4,5 tu montes vite. Une moto de cross, tu montes très vite, on va dire de 0 à 100. Hein. Ouais. Mais après, si tu veux, ça plafonne un peu. Donc, dans une ligne droite, une 2,5 400 à fond et une 4,5 à fond, il n'y a pas énormément d'écart. Alors que celle-là, j'ai l'impression que la courbe, elle s'arrête jamais. Ouais, c'est un vrai gros moteur de moto en fait. Exactement. Bonne nouvelle, le circuit très supercross, des vagues, des ornières, des dévers, des montées, des descentes, franchement. Merci au motoclub de Mille-MX, coincé entre Grenoble et Gap, avec des montagnes mais fabuleuses. Donc merci pour l'accueil. Et là, on a pu voir un peu ce qu'elle avait dans le monde. Gotta make it just for my kids and for their kids' kids. That's wealth years and years. Promise my brother soon as he out to finish this bid, we finna do it bigger than anybody ever did. The odds is real big, job that's real big. Satan trying a little, my God is real big. Stayed up on the grind on the cars is real big. I gotta do it big, the only way that I can live. And I promise I'm trying to. Before you count me out, homie, let me remind you. They was blocking the shine, now I think it's my time to. Counting them dollar signs like lights, they'll blind you. Let me rewind to. Back when I was broken, I couldn't acquire 2 cents. And now I got 2 rents. They was sleeping. Alors c'est quoi ta première impression quand tu pars avec et que tu commences à accélérer, freiner? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Au début, un sentiment de déception immédiat. Parce que si tu veux, comme on l'a expliqué, elle est tellement différente des autres motos que tu te dis, il va se passer quelque chose d'incroyable quand tu vas monter dessus qui va être très différent des autres motos. Elle ne peut pas être aussi différente extérieurement, avoir un V2, des pots sous la selle, du machin et tout, et être comme une autre moto. Et en fin de compte, sur les premiers tours de roue, à part la sonorité atypique, bah non, c'est une moto de cross, quoi. Je veux dire, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, quoi. C'est fou ça quand même. Hein, comme quoi la géométrie, comme quoi la partie cycle te permet un peu de tout faire oublier. Hein. Une ornière, ça reste une ornière. Ouais. Il faut la prendre. Et la moto, si elle est bien construite, si le guidon n'est pas fou, si la position de selle n'est pas folle, ben on retrouve vite nos marques. Hein. Ouais. Et puis du coup, bah, je savais toujours pas prendre une ornière. Exactement. Bon, c'était un peu compliqué sur ce circuit aussi. Ouais, là c'était dur. Franchement, c'était dur. Toi, ton premier feeling quand tu montes sur cette moto et que tu fais les premiers mètres? T'as même pas regardé la résolution, la vidéo, tout ça? Pas vraiment. Non mais t'es sûr que c'est tout bien réglé là? Bah, c'est marqué là, 1080, 24p, super view, là on verra ma belle gueule de... Et puis c'est play? Ouais, ça arrête là. Allez, premier roulage avec le seul et unique bicylindre de l'histoire. Bah écoutez, le monstre il est plutôt maniable. Plutôt doux.
n'y a rien de violent. Alors ça, c'est vraiment surprenant. Oh, ce son de dingue. Oh, Raphaël, tu vas te régaler. À piste roulante, un peu SX. Alors on peut évidemment s'attendre à une moto très lourde, très grosse. Bah écoutez, c'est pas le cas. Hein. On dirait une 4,5, rien ni plus ni moins. Mais plutôt maniable, hein, c'est fou. Hein. Et le moteur, il est puissant, mais ce petit filet de gaz, il est très agréable. Il te place super bien. En fait, c'est un 4 temps, mais qui réagit comme un 2 temps. Avec ces petites explosions, plutôt que des gros coups de piston. Parce que tout ce qui est petites enfilades, écoutez, ça va super bien. J'en connais un qui va se régaler tout à l'heure. Eh ben écoute, il y a deux choses qui m'intéressent moi sur une moto. C'est le filet de gaz, tu sais, c'est ce qui permet de prendre une ornière sans trop faire d'erreur, ce qui permet de faire une belle courbe, une belle glisse, un beau freinage. Donc moi c'est le filet de gaz et le répondant. Parce que tu as beau avoir une moto hyper puissante, si au moment où tu mets le petit coup de gaz devant la pelle, bah, la moto saute pas, tu te retrouves un peu comme un con. Et le filet de gaz, bah, il est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a le côté 2 temps, tu sais, le filet de gaz très doux, très facile. Ben, si tu veux, ça ressemblait beaucoup à ça. Et le 4 temps, il y a le petit côté, la moto très douce. Il y avait aussi. Et c'est ce qu'on a discuté en fait toute la journée. C'est-à-dire que c'est pas du 2 temps, mais c'est pas du 4 temps non plus. Non, c'est vraiment le... On a appelé ça une sorte de 3 temps. Parce que si tu veux, les explosions se font décaler, si bien que tu n'as pas le petit côté tu vois, du 2 temps, puis tu n'as pas non plus le plat du 4 temps. Ouais, le gros coup de piston à bas régime qui peut te faire caler. Et là, étrangement, tu as la douceur du 2 temps et tu as quand même la force du 4 temps. Donc le filet de gaz, il est dingue. Je rentre dans la première série de vagues, et là, d'un seul coup, alors j'arrive même pas à le faire, il faudrait qu'on invente une onomatopée, tu sais. Ouais, après le whack, un autre son. Ouais. Après le whack et le brap, tu sais, du 4 temps et du 2 temps, il faudrait qu'on en invente un. Et là, bah, il est là. Hein. Au moment où je mets le coup de gaz, tu sais, la moto, elle part double, table. Et si tu veux, bah, je ne suis pas décontenancé. Donc, le guidon va bien, la position est bonne, le filet de gaz, je l'ai, le petit coup de gaz, je l'ai. Et ben moi, j'ai envie de te dire, j'étais comme à la maison. Et il n'y avait plus qu'à attaquer et à mettre un peu plus de gaz. Donc toi, au moment où tu passes la vitesse supérieure et que tu commences à attaquer, il se passe quoi? Le filet de gaz, justement, moi, c'est peut-être ce qui m'a le plus surpris et dérangé au final sur cette moto. Parce qu'à bas régime, j'avais tout le temps, à très très bas régime même, hein, Ouais. quand je prenais les virages, j'avais toujours l'impression que j'allais caler, parce que j'avais cette sensation de moteur qui se meurt, un petit peu comme un 4 temps que tu fais vraiment peiner à bas régime. Sauf qu'il n'y avait pas ce coup de piston comme tu expliques, et je calais pas. Donc j'étais toujours sur la crainte en prenant un petit peu l'embrayage, alors qu'en fait, le moteur, il repart super bas dans les tours, mais sans broncher, quoi. Il est beaucoup plus précis que sur un 2 temps et il est beaucoup moins vicieux que sur un 4 temps. Ouais, complètement. Je ne veux pas te dire de conneries, hein, mais je crois que c'est quasiment le filet de gaz le plus performant qu'on a essayé en 10 mois. Ah ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Passer les mi-régimes, ce moteur très très doux se transforme à mes yeux et devient beaucoup plus rageur. Et là, tu as l'impression d'être sur un... j'abuse presque en disant ça, mais d'être sur un 4 cylindres japonais, tu sais, qui prend des tours et qui va jamais s'arrêter, quoi. Ah, j'entends encore tes cris sous le casque. De bonheur ou de peur, j'ai jamais su. Peut-être un peu des deux. Ah, c'était incroyable. Franchement, c'était
incroyable et jouissif. Et si tu veux, c'est marrant parce qu'on a tourné cette vidéo après avoir tourné la 2.5 YZ. Et j'ai retrouvé cette même satisfaction à mettre du gaz que j'ai eu sur la 2.5 YZ. Ouais, c'est une moto qui laisse pas indifférent. Quand tu accélères, il se passe quelque chose, réellement. C'est l'opposé d'une 2.5 F. Ah, c'est l'opposé d'une 2.5 F. Et en même temps, sans en avoir l'inconvénient et les désagréments d'un 2.5 de temps. Ouais, beaucoup moins, exactement. Là où on prenait le coup de pied au cul de la 2.5 YZ, il n'y avait pas. Là où on faisait des fautes avec la 2.5 YZ, il n'y avait pas. Là où il y avait la peur, tu sais, de la moto, bah, bizarrement, tu avais moins peur sur l'Aprilia complètement. que sur l'YZ. Ah, complètement. Parce que tu avais cette rondeur en bas, cette rage en haut, mais si tu veux, entre les deux, il y avait une espèce de transition qui faisait que tu n'étais pas surpris, quoi. Alors moi, il y a une chose qui m'a surpris, c'est que je commence avec un bon petit rythme, après je commence à en mettre beaucoup, et puis comme d'habitude, dès que tu as la caméra, tu me demandes d'en mettre encore plus, hein, histoire, voilà, exactement. Et malgré tout ça, je me dis, mais quand est-ce que je rétrograde? Et quand est-ce que je mets des vitesses? Et j'ai fait toute la journée en 2. Donc en fait, j'ai roulé en 2 tout le temps. En 2, elle est très douce en bas, et en 2, elle monte, elle rage, elle avance, elle allonge, je ne sais même plus, il n'y a plus de terme pour le dire, mais jusqu'à la lune. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que le truc, il monte, il monte, il monte. Donc t'imagines bien que pour un départ, ça devait être canon cette moto. Tu sortais de la grille et tu pouvais tirer les hauts régimes et toujours de la bonne puissance, tu vois, que ça ne devenait pas un truc inconduisible à haut régime. Donc la boîte, j'ai envie de dire qu'elle était super mal étagée. Parce que dans la mesure où tu changes jamais de vitesse, c'est que ça doit forcément être un compromis, on est d'accord? Là encore, ce qui est un inconvénient pour toi et pour moi une qualité. Hein. Rappelle-toi ce que j'ai fait sur ma 4.5 CRF, j'ai tout fait pour pas avoir à changer de vitesse. Rester en 3. Donc là, c'était parfait, pareil pour moi. Je Exactement. touchais à rien, quoi. Pointe de pied sur les cale-pieds et juste à penser à aligner les virages les uns après les autres sans jamais toucher le sélecteur. Et moi, j'avais juste un but quand je roulais avec cette moto, c'était de trouver les 30 mètres un peu droits sans trou où d'un coup, j'allais pouvoir mettre à fond pendant 2 secondes juste pour avoir ce son, quoi. Quand moi j'accélérais fort, j'avais un petit peu peur, tu sais, de la réaction. Et en fait, toutes les sorties d'ornière dans les trous, je me dis, si elle se met à faire droite-gauche, tu vois, à s'emballer, je me suis jamais emballé. J'ai pu jouer avec. Je me suis retrouvé, franchement, comme sur une petite moto de supercross, à sauter les trous, à faire des roues arrière, à faire des impulsions. Chose que je pensais pas du tout, tu vois. Je pensais que j'allais être obligé de rouler un peu comme un papy, mais hyper efficace. Je pensais en fait que j'allais être sur une moto de supermotard, un peu, tu sais, corue, des pneus cross. Mais pas du tout, hein. Enfin, je veux dire, je comprends qu'ils aient pu faire des MXGP à Maggiora, à Valkenswaard avec cette moto. Parce qu'on peut sauter, on peut s'amuser, on peut mettre la moto un peu en travers en l'air. Il y a des motos qu'on a essayé dans MX Test où on n'a pas pu le faire, ça. Et là, en l'occurrence, on a pu. Alors, quand on te voit rouler, jouer avec la piste, jouer avec les trous, prendre les ornières, c'est impossible de se dire que cette moto est lourde et pas maniable. Par contre, il y avait un enchaînement qui était extrêmement technique avec ornière petit double, ornière de nouveau, où tu t'es repris à 3 fois pour y arriver. Le problème de cette moto, c'est les suspensions. C'est le cadre, j'ai pas eu de souci. Le moteur, je les trouve plutôt génial. J'aurais peut-être changé, on va dire, la transmission, hein, histoire de jouer plus 2, 3, 4. Mais le gros souci, c'est les suspensions. Marzocchi à l'avant, Zax à l'arrière. Mais si tu veux, autant on est sur 10 années d'avance sur l'architecture de cette moto, autant on a 20 ans de retard. Enfin, je veux dire, à cette époque-là, en 2010, il existait des fourches Showa de 51 mm, onctueuses, des amortisseurs qui te font avaler tous les trous. Et aujourd'hui, on n'est pas là-dessus. Et je me rappelle qu'en Grand Prix, je ne me rappelle pas qu'ils aient eu des accords avec Showa pour faire un truc génial. Et là, le problème, c'est qu'à chaque fois que j'essaye de sauter dans ce petit trou avec le trou, la fourche va au fond. Donc, si tu veux, je me fais peur à chaque fois avec le train avant à cause de la fourche. On l'a fait, l'essai sur ma moto. Tu mets une bosse 52 mm sur la moto
un amortisseur à la limite Hollins, enfin je veux dire, c'est plus la même moto. Le frein de cette machine, on a pu, à mon avis, accuser le bicylindre, on a pu accuser 1 million de choses, les pilotes, quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est les suspensions. Tu mets un ingénieur sur cette machine, il l'a fait, à mon avis, presque gagner. Si à l'époque, Everts avait pris cette moto avec des suspensions de dingue, je pense qu'il faisait gagner le bicylindre. J'en suis certain. Le tarif de cette moto, à l'époque, 9 500 €. Dans les médias, évidemment, c'est impossible de l'acheter ou seulement quelques acquéreurs pourront se la payer. Aujourd'hui, on est sur des motos qui coûtent 10 500 €. Ouais, d'accord ? C'est vrai. Donc les prix ont flambé, on est 1000 € de plus que l'Aprilia. Et aujourd'hui, si tu vas sur les sites d'occasion, elles coûtent toutes entre 2000 et 3500 € ces Aprilia. Alors évidemment, elles ont du mal à trouver preneur parce que Et puis elles ont surtout une très mauvaise réputation. Hein. déjà, et puis le truc, tu vas retrouver où des pièces? C'est ça. Et moi, encore une fois, alors j'imagine tout à fait hein, dans les commentaires que je reçois souvent que tout le monde va encore dire qu'à chaque fois que j'ai une moto, je veux l'acheter. Mais je te jure, ça c'est une moto que je pourrais avoir parce que je la trouve. Là, il se passe quelque chose. Là, rien que pour le bruit, tu peux l'acheter. Ah mais complet. Alors il faudrait, tu sais quoi? Il faudrait mettre ça dans un cadre de CRF là. Parce que quand je vois tous les projets bidons là de temps un peu improbables mis dans des cadres un peu qu'ils sont tout autant, putain je me dis ça c'est un projet cool. Ouais, c'est vrai qu'il Tu prends un cadre de CRF, tu fous ce moteur dedans, mais c'est dément quoi. Rien que le son il est fou. Pour en revenir justement à Highside, enfin, je veux dire, les mecs qui roulent sur des motos de dingue toute l'année, s'il a choisi d'acheter ce super motard, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un combo improbable. On est sur, c'est une métisse, on est d'accord. Ouais. C'est pas du 2 temps, c'est pas du 4 temps, c'est pas une moto de vitesse, c'est pas une moto de cross, ni d'enduro. Enfin, je veux dire, on est sur un métissage parfait. Là, on est sur Noémie Lenoir, puissance 10, hein, on est d'accord. Tiens, on va faire un nouveau petit jeu. Une note sur 20 pour le moteur. Pour faire du motocross? Ouais. Pour faire du motocross, moi j'aurais envie de dire que je lui mets Attention, un bon... on parle pas de la boîte. Hein. Non, non, si on parle du moteur, moi je lui mets un 16 ou un 16 sur 20 parce que je me vois bien faire tous les all shots avec. Ok. Moi je suis extrême, hein, je mets un 18. Ah ouais? Ah ouais, parce que moi c'est le meilleur moto que j'ai essayé, il y a tout quoi. Il y a la sonorité qui est aussi jouissive que sur du 2 temps, il y a le couple qui est comme le 4 temps qui va te faciliter la vie, t'as le côté fun des envolées, passer les mi-régimes comme sur du temps, enfin t'as tout quoi. Ouais, elle perd un point parce qu'il n'y a pas le démarreur. Oui mais bon. Clairement. Non, clairement, il faut le dire. Par contre, c'est sûr qu'elle reprend 2 points grâce au bruit. Châssis? Châssis, j'ai envie de dire qu'il y a 2 choses. Il y a le châssis et les suspensions. Le châssis, je vais lui mettre une mauvaise note parce qu'elle est quand même un peu lourde, bien qu'on ne le sente pas en roulant. Elle est un peu grosse, bien que j'arrive à rentrer dans les ornières exactement comme avec une 4,5 CRF. Hein. Donc je vais lui mettre une mauvaise note, je vais lui mettre un 12-13. Et c'est les suspensions qui gâchent tout. Les suspensions, c'est 6. Voilà, 6 ou 5. Pas l'amortisseur, ce sera encore pas catastrophique, mais c'est la fourche. Et là, Dieu sait si tu guides une moto avec une fourche. Donc, quel dommage. J'ai envie de te dire qu'un projet comme ça, avec une fourche de fou à l'avant, mais tu t'arrêtes plus. Moi, châssis, suspension, alors moi les suspensions ça m'a pas gêné parce que vu comme je me traînais de toute façon, j'aurais pu rouler avec un 4 semi-rigide, je pense à moi. Ouais, mais tu sais, quand tu dis je me traîne, est-ce que c'est pas par rapport au fait que les suspensions ne te facilitent pas la vie? Regarde, le moteur de la 2.5YZ, clairement il te faisait un peu peur. Mais si tu as mis du gaz avec, c'est parce que tout le reste c'est parfait. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tu la tiens, tu la mets à droite, à gauche, c'est toi le maître. Là, tu n'étais pas trop le maître. Tu vois, si froidement je dois la comparer à ma 4,5 CRF de 2011, qui est un peu le truc étalon pour moi, non, elle n'est pas mieux. Elle n'est pas plus maniable, elle n'est pas plus stable, elle est tout moins bien. Mais loin d'être catastrophe. Enfin, moi, je me sentirais de rouler avec le week-end sans problème. On est d'accord. La personne qui l'a acheté, donc un grand merci à elle, parce que nous passer une moto, c'est du luxe comme ça, parce qu'elle est quasiment introuvable. Il l'a acheté neuve. On lui a dit, si quelqu'un veut te l'acheter, combien? Il n'a pas sorti de prix et il a dit, elle n'est absolument pas à vendre. Bon, Pierrick, c'était vraiment un grand plaisir d'essayer cette moto. Ouais, parce que
On n'a pas souvent la chance justement d'être dans des trucs complètement paranormaux. Là, c'était vraiment la 4e dimension. On en bave, il faut que vous le sachiez, hein, pour faire MX Test. Ça nous prend beaucoup de temps, ça nous prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Mais alors, les récompenses comme ça, on est reparti les deux, tu sais, dans le camion. On avait chacun notre camion et on est reparti on a avec... débriefé, direct on s'est appelé, on a débriefé. Voilà, les étoiles dans les yeux. Et c'est pour ça, essayez de nous... N'hésitez pas dans les commentaires à nous proposer des choses, mais que ce soit des personnes, des motos ou des endroits, on sera toujours OK. Nouveauté dans l'épisode, on va commencer également à proposer de plus en plus de marques d'équipement. Vous aviez vu, hein, pour la 2,5YZ, on était en shift complet. Donc on vous remet le lien de la 2,5YZ. Tout le monde avait adoré la tenue. Et là, on est parti sur un fabricant français. On est d'accord ? Pouline. Donc vous retrouverez la tenue Pouline sur la boutique mxtest.fr. Et on va essayer de changer de couleur, de marque à tous les épisodes. C'est-à-dire que là, terminez la tenue noire, vous allez voir de la couleur. Et si vous aimez, vous n'hésitez surtout pas. Vous avez le code promo sur MXTest. Hein. Code promo MXTest. MXTest, tout simplement. Ça fait péter 10% quand même. Hein. 10%. Ce code promo est valable, on est d'accord, chez tous nos partenaires. Assure ton sport, Up Design, 3AS, Bud Racing. Donc vous n'hésitez pas, et puis si vous voulez des tenues ou des marques un peu différentes, vous nous le demandez et puis on essaiera de les mettre en valeur. Alors n'oubliez pas évidemment de nous retrouver sur les réseaux sociaux parce que désormais on va essayer de vous mettre beaucoup plus d'infos backstage, beaucoup plus de clips vidéo. Donc Instagram, Facebook et TikTok. TikTok, c'est nouveau, TikTok, je ne connaissais même pas moi. J'ai jamais cru que j'arriverais à m'inscrire un jour sur TikTok, mais on a mis des petits clips bien sympas parce que finalement, hein, au lieu de faire des conneries sur TikTok, on peut aussi mettre des super beaux clips. Donc ça peut être sympa. Et puis abonnez-vous, c'est vrai qu'on le dit pas, on le martèle pas comme le font beaucoup de youtubeurs, mais si mais vous c'est vous important. abonnez, ça nous change la vie parce que plus on a d'abonnés, évidemment, plus on peut aller demander de l'argent à tous nos partenaires. C'est vulgaire ça, non? Demander de l'argent. Ouais, des sous. Des sous. Des sous.